Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 13 mai 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien, et tout de suite, direction les bourses européennes qui ont terminé, on va dire, en ordre dispersé, incitant à la prudence après une matinée hier dominée par les espoirs de reprise de l'activité économique et un nouveau geste de bonne volonté de Pékin dans le dossier des tensions commerciales, comme vous le savez, avec les États-Unis. Toutefois, les investisseurs semblent, on va dire, peiner à arbitrer entre la perspective de voir la levée partielle et progressive des mesures de confinement favoriser la reprise de l'activité économique et celle d'une nouvelle flambée des cas de contamination par le coronavirus, qui impliquerait en fait un nouveau coup d'arrêt à l'économie. Un scénario, on va dire, d'autant plus difficile à écarter que la Chine, elle, a annoncé de nouvelles contaminations à Wuhan. De plus, on a le docteur Fauci qui a mis en garde contre un déconfinement prématuré aux États-Unis. Et en plus, le Fonds monétaire international s'est dit, enfin du moins, s'attend à devoir réduire encore ses prévisions économiques. Les incertitudes, elles, liées à la pandémie, l'emportent ainsi sur la publication par Pékin d'une liste de 79 produits américains exemptés de droits de douane punitifs, pourtant de bon augure pour la poursuite des discussions commerciales entre les deux pays. Toutefois, Wall Street, hier, a terminé dans le rouge, miné, comme je vous le disais, par l'inquiétude en fait d'une nouvelle flambée de nouveau de coronavirus, à mesure que les restrictions mises en place aux États-Unis pour freiner la propagation de l'épidémie seront levées. Effectivement, la crainte d'un rebond de l'épidémie et donc d'un nouveau coup d'arrêt à l'économie, nourrie par les mises en garde du docteur Anthony Fauci, devant le Sénat américain, a fini par prendre le pas sur la perspective de voir la levée partielle et progressive des mesures de confinement favoriser la reprise de l'activité. Ce fameux docteur, il a été interrogé pendant environ 3 heures par la commission sénatoriale de la santé. Il est l'un des principaux experts médicaux de la Maison-Blanche. Et donc, durant sa prestation, on va dire, il a averti qu'une réouverture prématurée de l'économie américaine pourrait faire naître de nouveaux foyers épidémiques et finalement conduire en fait à de nouvelles mesures de confinement. Donc forcément, suite à cette annonce, euh, les marchés priçaient et anticipaient une réouverture de l'économie. Si demain, parce que Donald Trump souhaite l'économie avant la santé et qu'on est obligé aux États-Unis de rebloquer le pays, je vous laisse imaginer les dégâts que cela va causer sur l'économie. Déjà les chiffres sont assez horribles, mais dans ce cas-là, le PIB pourrait vraiment chuter drastiquement au cours de l'année et pour le deuxième trimestre. Côté indicateur, pour terminer, on a eu les prix à la consommation aux États-Unis qui ont baissé de 0,8% en avril. C'est tout de même leur plus forte baisse mensuelle depuis décembre 2008, donc depuis la crise des subprimes, ramenant leur progression en rythme annuel à 0,3% seulement contre 1,5% en mars. Côté macro, ici c'est un chart qui représente Wall Street vs Main Street. Donc 10% des plus riches vs 90% de la population aux États-Unis et on constate que eh bien, Wall Street a rebondi depuis mi-mars d'environ 30%, alors qu'on a eu eh bien, Main Street, les ménages, eux, ont perdu leur emploi pour un total d'environ 33 millions, alors que les investisseurs, on va dire, avisés et aguerris, eux, ont profité du rebond de Wall Street pour se positionner. Donc, encore une fois, ce graphe permet de montrer l'écart et aussi on peut parler d'inégalité des richesses, j'ai envie de dire, entre 1%, voire 10% des plus riches et
les autres, à savoir les 90% qui viennent de perdre. En tout, aux États-Unis, 33 millions d'emplois ont été détruits, soit un taux de chômage, pour rappel, en mars de 14,7%, un des plus hauts niveaux depuis l'après-guerre, sachant qu'en 2008, on n'était pas à de tels niveaux, on était à 10%. Donc pareil, toujours important de voir la réalité économique face au marché actuel qui ne reflète pas du tout, à mon sens en tout cas, ce qui se passe économiquement parlant aux États-Unis. Ici, c'est l'économie britannique. Pareil, l'économie britannique a dégringolé en mars. C'est contracté, l'économie a chuté de 5,8%. Alors le consensus attendait 7,2%. Certes, encore une fois, un chiffre meilleur qu'attendu, on va dire. Mais si on prend du recul et qu'on regarde depuis la dernière décennie, on constate quand même que ce chiffre est alarmant et qu'il n'y a pas de quoi se réjouir, en tout cas, d'avoir une économie qui est tombée à moins 5,8 au lieu de moins 7. Ça reste quand même un chiffre très pesant et très lourd pour l'économie. Et en fait, c'est à peu près partout dans le monde, que ce soit en France aussi, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Voilà, on a des chutes assez phénoménales de l'économie sur soit au premier PIB, enfin du moins soit au premier trimestre concernant le PIB au premier trimestre. Là, actuellement, c'est pour le mois de mars. Donc, ce qui montre encore une fois que l'impact du coronavirus sur l'économie est très présente et elle risque de durer plus longtemps que prévu en tout cas. Elle pourrait même se prolonger dans les mois à venir, même les trimestres. Et les pays vont mettre beaucoup de temps avant de se relever et de retrouver le niveau d'avant-crise. Tout de suite, passons à la partie graphique avec le CAC 40 pour commencer, qui chute un peu ce matin. Concernant le CAC 40, j'ai un graphique ici. On lâche 1,6%, on a quasiment lâché 2% ce matin. Attendons la bougie hebdomadaire, on a la formation d'un avalement, on a fait un léger gap haussier et là on est en train d'avaler la bougie. Toutefois, on ne va pas s'emballer dans l'immédiat et tout de suite, étant donné que la bougie n'est pas clôturée. Il faudra tout de même attendre la clôture de la bougie hebdomadaire. En journalier, où en sommes-nous? Le pivot clé évoqué dans les stratégies bourse, c'est vraiment à la zone des 4350, 4330. Voilà, c'est le pivot clé. Sous ce niveau, c'est vraiment un risque de dégringolade en direction des 4130 points. Pour le moment, le CAC a lâché, tente un peu de reprendre, on va dire, ses pertes, tente de reprendre un peu des couleurs. Si je me mets sur des unités de temps plus courtes, il me semble que le CAC rebondit. Voilà. Mais n'oublions pas que nous avons aussi, même si je ne la trouvais pas très très belle, la fameuse tête-épaule, en tout cas, épaule, tête, épaule, et qu'on est venu chercher la ligne de coup, que finalement la bougie 4 heures, elle, a clôturé au-dessus de cette ligne de coup. Donc voilà, si on passe en dessous, on aura un premier signal qui nous avertit en tout cas qu'on aurait potentiellement une baisse à venir. Et si on casse vraiment la zone, le pivot, dans ce cas-là, oui, on aura une dégringolade en direction des 4150 points. Et pour rappel, on avait toujours quand même il n'était pas invalidé, ce pattern ici, qui était toujours en place, ce fameux Dark Cloud Cover, mais pas validé, pas invalidé non plus, étant donné qu'on a un pattern de retournement, on s'attend à avoir une baisse assez significative, et pour le moment, elle n'était pas encore présente. Voilà. Si on casse ce niveau et qu'on ira chercher les 4140, effectivement, le pattern aura bien fonctionné.
Le DAX, c'est le même schéma. Concernant le DAX, vous pouvez le voir ici. Pareil, est-ce qu'on n'aurait pas une formation un peu en épaule tête épaule, toujours ce dark cloud cover aussi qui était en place. Et voilà, il faudrait casser les 10 390 pour aller chercher les 10 000 points. En 4 heures, bon, certains ils voient aussi une épaule tête épaule, un peu en formation. Il est un peu plus difficile de la tracer. Voilà, mais elle n'est pas très très belle, je trouve. En tout cas, on est sur des niveaux techniques. Et actuellement, les indices cèdent du terrain, en tout cas. Mais pareil, il faut pour moi enfoncer les 10 390, enfoncer les plus bas d'ici pour permettre une accélération, en tout cas en direction des 10 000 points. Et une nouvelle fois, si on casse les 10 000 points, accélérer pour venir combler le gap, laisser ouvert juste ici. Le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, même schéma, hein, un peu cette épaule, tête, épaule ici, épaule, tête, épaule. On est à deux doigts de venir la casser. Il faudrait repasser vraiment sous les 23 360. Et si on casse ce niveau, effectivement, pareil, risque de dégringolade sur les prochains niveaux de support. Donc 22 300. Et si on enfonce les 22 300, 22 200, 22 300, 22 150, voilà, on a un joli gap à venir combler ici en direction des 21 150. En journalier, où en sommes-nous? Bon, bah, bougie flux, hein, effectivement, on voit que les vendeurs ont vraiment pris la main sur la séance d'hier. Léger abalement aussi baissier, mais voilà, le support tient, il faudrait vraiment qu'on casse, comme vous voyez, la ligne de cours et qu'on enfonce ce support pour avoir un signal un peu plus, une incursion, on va dire, assez prononcée sur les prochains niveaux de support. Le Nasdaq 100, d'habitude, on ne le regarde pas spécialement, toutefois, j'ai trouvé intéressant de regarder le Nasdaq 100, étant donné qu'il nous a un rebond, j'en parlais hier, on dirait que Unstoppable, le Nasdaq 100, qui avait retracé plus de 61,8, plus de 50%. Vous voyez, on était quasiment venu combler le gap, les ouverts ici. Et hier, chandelier de retournement. Donc, la prudence est de mise. Voyons voir si ce chandelier va fonctionner. En tout cas, le Nasdaq a déclenché hier un potentiel signal de retournement baissier. Dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 8675 points et les 8445 points. Donc, premier signal baissier assez conséquent, je trouve, sur le Nasdaq. Ce magnifique avalement baissier. Maintenant, reste à savoir s'il va fonctionner ou pas. Il sera invalidé si les prix clôturent finalement au-dessus des 9415 points. Concernant le Forex, alors, Euro-USD. Toujours dans le range, hein, rien n'a changé pour l'euro-dollar. Test moyenne mobile 20, toujours dans le range. Potentiellement, on évoquait hier un possible double bottom ici. Il n'est pas validé encore, un peu limite. Donc, un peu de la belle mèche surtout, je trouve. Un peu tôt. Un peu tôt pour vraiment confirmer que la paire va aller chercher les indices. Ceux qui sont positionnés sur la borne basse du range, eh bien, n'oubliez pas de remonter vos stops ou de moins de passer à break-even. Pour les autres, eh bien, il est préférable d'attendre soit un retour sur la borne basse, soit un retour sur la borne haute pour se positionner sur des niveaux techniques clés. Là, actuellement, on est un peu au milieu de nulle part. Et ça peut être dangereux, on va dire. Mieux vaut se positionner sur des niveaux, intervenir sur des niveaux précis que intervenir au milieu du désert. Plus ici, ça ne représente pas forcément un niveau de prix très intéressant, en tout cas, sur cette paire. Mais le plan, c'est un range entre 1,10 et 1,078. Il n'a pas changé. GBP face au yen japonais. Le double top, toujours en position. Hein.
ici, ce magnifique double top, un peu sortie de range, on en parlait hier. On avait la Kijun juste au-dessus, rappelez-vous, donc là j'ai pas mis l'indicateur Ishimoku, je me suis uniquement basé sur les moyennes mobiles et le RSI. Mais on avait un gros niveau, que ce soit les Kijun, les daily et le nuage juste ici. Donc tentative de réintégrer le range, puis au final ça repart. Donc on pourrait en fait poursuivre ce mouvement en direction des 130,35 et puis d'aller chercher plus bas si on casse, effectivement, une nouvelle fois. On est toujours bien coiffé par MM50 et MM20. Donc pour le moment, on a des obstacles au-dessus de la tête. Kijun ici, rappelez-vous, Kijun, Tenkan, et puis MM50, MM20. Donc voilà, là c'est compliqué pour aller chercher un peu plus haut. On avait un peu ce double top. On est venu faire un gros pullback avec un peu un excès, mais pour le moment, en tout cas, il n'est pas invalidé. Donc ce serait d'aller chercher au moins les 130,35. Et puis si ça casse, là, on pourra aller plus bas en direction des 128. L'euro NZD, on en parlait aussi hier. L'euro NZD, l'avalement haussier a bien fonctionné sur cette paire. Vous voyez, hier, au final, c'était vraiment un rebond sur les 50. Donc, range, on est dans un range, on est dans un gros range sur l'euro NZD. Et j'évoquais l'avalement ici. Alors là, je ne sais pas pourquoi il m'a fait un trou de cotation sur mon graphique. C'est intéressant. Bon, j'espère que ce sera remis à 9 d'ici demain, mais il n'y a pas de raison d'avoir un gap, en tout cas ici. Mais on avait l'avalement. Voilà, vous voyez, on avait ouvert avec un gap baissier, avalement, et là, c'était en train de partir. Et c'était un avalement sur zone. On se trouvait vraiment sur une grosse zone technique. Le pullback qu'on était fait en 2018, ici en 2019, là. Et derrière, boum, avalement de la bougie précédente sur zone. Donc vraiment, voilà comment on peut travailler les chandeliers japonais en les interprétant sur des niveaux techniques clés, comme c'était le cas ici. Donc là, l'avalement a fonctionné pour le moment. En données 4 heures, si on affine, on se rend compte qu'on est dans un range actuellement et que si, enfin, le but, c'est d'aller chercher la borne haute du range, voir s'il y a un chandelier de retournement, une divergence, ce que vous voulez. Mais par contre, si on casse, on valide un double bottom. Donc si on valide un double bottom, là, on ira chercher les 1,8675 faciles, voire les 1,88. Pareil, on va essayer de faire le suivi de cette paire dans les prochains jours, car en plus d'avoir validé un signal de retournement, derrière, elle pourrait encore valider un signal plus puissant, du moins un double bottom, et ainsi déclencher vraiment voilà, un beau mouvement swing comme j'aime pour aller chercher quelques centaines de pips. L'USD MXN, où en sommes-nous? Voilà. Voilà ce que j'évoquais, c'était le risque du bear trap. Je vous le disais, on avait la moyenne mobile 50, rappelez-vous. Extrêmement pentu quand la moyenne mobile 50 voilà, pour celles et ceux qui utilisent les moyennes mobiles, vous devez savoir que quand vous avez une moyenne mobile 50 qui est extrêmement pentue, bien raide comme ici, c'est un méga support. Et ici, c'était le bear trap. Voilà, parce qu'on avait la moyenne mobile 50 juste en dessous, très pentue, très raide, et forcément, ça vient bloquer les prix, et on a eu une fausse cassure par le bas. Donc, j'invalidais cette sortie hier en disant qu'il y a la moyenne mobile 50, et tant qu'on n'a pas, les prix ne sont pas repassés en fait sous là, eh bien, prudence, car on pourrait avoir un bear trap. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu, bear trap, réintégration du triangle, et on est de nouveau dessus. Donc en fait, ce triangle, il faut partir du principe que, et voilà comment on peut combiner figure chartiste et moyenne mobile, c'est de se dire, si on a une sortie par le bas, attendre que la moyenne mobile 50 casse, et uniquement. Et par contre, si on a une fausse cassure réintégration et qu'on sort par le haut, finalement, ce sera une poursuite de la tendance initiale qui était complètement haussière. Ici, on a eu un beau piège baissier. Si ça casse, on ira chercher les 27. Donc pareil, on fera le suivi de cette paire au cours
des prochaines séances. Le gold, passons aux matières premières. Bon, rien n'a changé, hein. On en reparlait aussi encore hier, mais vous le savez, on est toujours dans ce fameux triangle. On travaille énormément les 1700, c'est un gros niveau. Je ne vais pas encore une nouvelle fois me répéter, mais c'est voilà, c'est la fameuse zone technique voilà, ici qu'on travaille. C'est un prix rond, c'est un niveau de polarité qu'on a travaillé durant 2012-2011. Mais le plan n'a pas changé, c'est un triangle. On peut l'affiner en 4 heures si vous voulez, mais on est dans un triangle. On est dans un triangle et il faut attendre la cassure, tout simplement. Être patient et on verra. La cassure d'une des deux bornes devrait donner le tempo pour la suite. Mais le scénario n'a pas changé depuis maintenant quasiment 2 semaines. On est toujours enfermé dans un triangle. Seule la cassure nous permettra d'avoir un peu plus de visibilité sur le gold. Le Brent. Le Brent, sortie de triangle par le bas. Bon, il n'est pas très beau ce triangle, mais il est sorti de triangle par le bas en tout cas. Pareil, hein, moyenne mobile qui fait parfaitement le job, hein. Comme je vous disais, une moyenne mobile 50 bien raide, et on voit que ça coince ici. On avait atteint un niveau majeur et puis on est en train de tenter le pullback, hein. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est l'échéance. C'est l'échéance des contrats des contrats du mois de juin le 18 mai. Et donc, cette fameuse échéance va permettre de donner un peu plus de visibilité sur le pétrole, je pense, puisque c'est elle qui avait déclenché, en tout cas sur le WTI, le rallye négatif qui avait emmené en tout cas les prix du WTI en territoire négatif. Mais j'ai un peu de mal avec cette hausse, vous le savez, on a fait un très beau rebond, faut le dire, peut-être que certains d'entre vous en ont profité, mais à partir d'ici, je trouve que on est un peu haut. On est un peu haut et je ne suis pas aussi optimiste que ça sur le pétrole. On a eu un beau rebond, mais la dynamique, elle reste baissière. Et avoir un retour sur 27, 24, et du moins plutôt consolidé. J'ai du mal à voir le pétrole, en fait, d'un seul coup repartir. Je verrais vraiment à moyen terme une grosse consolidation entre deux gros niveaux. Et une fois que l'orage sera passé, que l'horizon se sera dégagé, eh bien, avoir un vrai signal pour une jolie reprise et s'installer dans une belle tendance. Mais là, c'est un peu prématuré, je trouve, pour te dire on va aller chercher les 50, ou du moins on va aller combler le gap. Donc pareil, on va voir les stocks cette semaine. Attendons. Le rebond a été beau, j'espère que certains d'entre vous ont pu en profiter. Même constat, hein. Voilà, depuis le 6 mai, ça fait une semaine qu'on travaille un gros niveau, les 26. Les 26, c'est le niveau des... C'est une résistance mensuelle. C'est une résistance mensuelle. On est toujours sur le niveau des 26. Hier, on a quand même pris 8% presque, 6,79 ou plus haut vite, il me semble. Donc, forcément, ça patine. Ça patine et puis on pourrait en fait consolider dans un range. Voilà. Consolider dans un range et la cassure des 23 renverrait les prix, je pense, en direction des 17. Et par contre, la cassure des 26, elle, ouvrirait la voie à 28, pourquoi pas à 30. On verra en temps voulu, par où, enfin du moins, où est-ce que les prix vont décider de sortir. Mais on est plutôt dans un range de très court terme, en tout cas sur le pétrole. Ça temporise. Pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. Pareil, où en sommes-nous suite au halving? Bon, les acheteurs défendent leur niveau, hein, encore une fois. Prenons du recul, on est toujours dans le canal. Voilà, on est toujours dans le canal haussier. Les acheteurs se sont pris une petite gifle ici au niveau des 10K. On est revenu à 8,2, mais à moyen court terme, on a toujours ce canal haussier qui permet de cadrer la dynamique haussière. Donc, les acheteurs n'ont toujours pas dit leur dernier mot.
en tout cas. Toutefois, pour montrer qu'ils sont vraiment présents, qu'il y a une véritable force acheteuse, un véritable engouement pour la crypto-monnaie, il faut recasser une nouvelle fois cette oblique baissière couplée à notre zone de polarité des 9006 pour pas de nouveau faire un breakout avorté comme ici. Donc, nouvelle tentative. Effectivement, si on casse, pullback, on ira chercher 10 009, pourquoi pas 12 000. Et par contre, prudence, si nouvel échec et qu'on sort du canal baissier, dans ce cas-là, 7630, 6580. Voilà les scénarios concernant le BTC. Mais avec du recul, pour le moment, les acheteurs n'ont toujours pas capitulé puisqu'on est toujours dans ce canal qui permet de cadrer cette reprise. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, nous avons le webinaire sur les figures chartistes la semaine prochaine, mercredi à 14 h. J'espère que vous serez aussi très présents. Sinon, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.